Fillon et une loi portée par M. Borloo. La loi portée par M. Fillon porte sur l'égalité des chances dans l'école, c'est une loi d'orientation, et la loi portée par M. Borloo porte sur l'égalité du droit à l'éducation pour les enfants ou les adultes porteurs de handicap ou accidentés de la vie. Intéressant. Intéressant. Parce qu'on voit bien que la notion d'égalité des droits perce déjà en 2005. Et on voit bien que quand la loi de 2005 sur les enfants handicapés, pour faire gros, propose une compensation systématique, elle est dans la logique non pas de l'égalité des chances, mais de l'égalité des droits. Et du droit à l'éducation. Malheureusement, on en est resté à cette loi-là et l'égalité des chances est sans cesse revenue comme une espèce de leitmotiv, de lieu commun, sans qu'on puisse réellement la concrétiser. Alors vous me direz, il y a eu les ZEP. 1981, formidable les ZEP. Alain Savary qui dit qu'il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Formidable. Ça, c'est un peu l'égalité des droits qui avance quand même. Sauf que quoi d'année aujourd'hui? Si on prend le coût par élève d'un élève de banlieue dans un collège dit défavorisé, REP, avec le coût par élève d'un élève de centre-ville, on s'aperçoit que le coût par élève de l'élève de centre-ville est de 20% supérieur au coût de l'élève de banlieue. Alors c'est bizarre, parce que les ZEP, elles sont surdotées. Dans les ZEP, il y a des postes en plus. Oui, c'est vrai. Dans les ZEP, il y a des heures en plus. Oui, c'est vrai. Mais on ne regarde pas le budget consolidé, c'est-à-dire on ne regarde pas le budget avec les salaires. Parce que dans les ZEP, il y a tous les jeunes débutants qu'on paye très mal, il y a tous les contractuels, il y a tous les vacataires, il y a peu d'options, il y a peu de langues. Et au bout du compte, quand on divise la dotation d'un collège de ZEP par le nombre d'élèves de ce collège, on s'aperçoit que malgré le discours officiel qui est donné aujourd'hui sur le fait qu'on donne plus en ZEP qu'ailleurs, en réalité on donne moins. En réalité on donne moins. Et en réalité l'État donne beaucoup moins. Puisque c'est l'État qui paye les salaires et que le différentiel majeur, c'est les salaires. D'un côté des enseignants débutants, des contractuels, des vacataires, de l'autre côté des enseignants chevronnés en fin de carrière, qui coûtent beaucoup plus cher, avec des petits groupes de langues, pour des langues rares par exemple, et qui coûtent les yeux de la tête. Donc on est dans un système qui affirme qu'il donne plus à ceux qui ont moins au nom de l'égalité des droits, mais qui en réalité n'en fait rien. Alors, il y a des petites avancées quand même. Il y a 5 académies qui ont tenté, sous l'impulsion de la ministre, une expérimentation qui consiste à proportionner la dotation à un indicateur de situation sociale des élèves. C'est une bonne avancée. Pour moi, c'est la bonne avancée. Si on veut une véritable égalité des droits, si on veut une école du commun, si on veut créer une vraie solidarité entre les Français, alors je crois qu'il faut proportionner scrupuleusement les dotations, salaires compris, aux difficultés sociales des élèves qui sont scolarisés dans les établissements. Alors, ça va faire des dégâts, hein. Je ne vais pas parler d'ici parce que je ne connais pas, mais enfin, le lycée Louis-le-Grand, il va en prendre pour son grade, à côté du lycée de Clichy, hein. Si on proportionne la dotation, ça va être terrible pour le lycée Louis-le-Grand, qui scolarise des élèves qui réussiraient très bien d'ailleurs sans professeur. Donc c'est pas dramatique, c'est pas dramatique.
Mais quand même, on voit bien que là, quelque chose se joue. Il y a un enjeu majeur. Alors on dit, c'est pas possible de faire ça. Attendez, c'est pas possible. Mais dans les 30 Glorieuses, quand le général de Gaulle a dit il faut former des centaines de milliers d'ingénieurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrété considérablement les obligations horaires des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles et augmenté significativement leur salaire. En disant, c'est là que se joue l'avenir de la France. Si aujourd'hui on pense que l'avenir de la France, il se joue dans les banlieues où des élèves exclus basculent dans le radicalisme, ou deviennent des brigands qui mettent en péril les équilibres sociaux, ben c'est là qu'il faut mettre les moyens quand même. De Gaulle a eu les moyens, a eu le courage de mettre les moyens là où il estimait à son époque qu'il fallait les mettre. Pourquoi n'aurions-nous pas le courage de les mettre là où aujourd'hui est le combat essentiel? Sur le front. Où est le front? Le front aujourd'hui, il est dans les collèges très difficiles. Dans ces collèges où on peine à faire la classe, tellement la situation est dégradée. Dans ces collèges que nous avions appelés les PEP 4, à une époque où je travaillais au ministère, et on avait été mal inspiré de les appeler les PEP 4, parce que très vite les journalistes nous avaient dit qu'on les appelait les PEP 4, parce que c'était des collèges où le plus ancien dans l'établissement, c'était l'élève de 3e, étant entendu qu'aucun enseignant ni aucun adulte n'y avait fait 4 ans. Ils étaient tous partis avant. Vous imaginez ce que ça représente, un collège où le turnover est si important qu'aucun adulte n'y fait 4 ans et où l'ancien, c'est l'élève de 3e. C'est une inversion totale des rapports générationnels. Quatrième série de remarques, avant d'entamer la discussion, nous sommes à un moment où beaucoup de choses, me semble-t-il, menacent l'école publique. Alors, je ne veux pas faire ici l'oiseau de mauvais augure, mais je voudrais souligner avec beaucoup de liberté, quitte à être un peu en désaccord avec ma collègue tout à l'heure, dans ce qu'elle a dit, que l'égalité au sein de l'école publique, moi, parfois, je la cherche. Que quand je me pose la question de savoir qui est le plus fidèle aux valeurs de l'école de la République, est-ce que c'est le lycée du Parc à Lyon ou est-ce que c'est le lycée Jeanne d'Arc privé catholique à Dessines, je me pose vraiment la question. Parce que dans le lycée Jeanne d'Arc à Dessines, il n'y a pas plus de catéchèse que, enfin je sais pas, que vous n'imaginez, ils s'occupent des gamins les plus en difficulté et qu'ils arrivent à les sortir d'affaires alors que le parc sélectionne des gamins qui n'ont aucune difficulté et ils ont 100% au bac avec des jeunes qui ont 16 de moyenne en début de seconde. Bon, qui est fidèle aux valeurs de la République dans cette affaire? Donc l'école publique elle-même, moi je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours exemplaire. Et que l'égalité républicaine, elle la pratique avec la ferveur que l'on attendrait. Au contraire, ce que j'observe, c'est une école qui est, c'est une formule que j'utilise souvent, qui est jacobine sur les moyens et totalement girondine sur les fins. Alors, jacobine sur les moyens, parce qu'on a une école qui est une école du contrôle technocratique le plus pointilleux de tout ce qui se passe dans les établissements. Alors évidemment, ça commence par le nombre d'heures de maths en 6e, c'est 4 heures pour tous les élèves, d'accord. On ne se demande pas si dans certains cas, il ne faudrait pas simplement 2, dans d'autres 6, ou s'il ne faudrait pas mieux grouper les heures de maths autrement que par une semaine. C'est 4 heures par semaine, point barre, et puis on doit le justifier, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle est très jacobine sur les moyens, l'école de la République. Et s'il y a des chefs d'établissement ou des adjoints ou des gens de l'administration, ils savent le temps qu'ils passent à remplir des tableaux Excel pour montrer qu'ils sont parfaitement dans les clous et qu'ils rentrent
dans le contrôle administratif de la République. Sauf qu'on est jacobin sur les moyens, mais on est totalement girondin sur les fins. Parce que entre le lycée du Parc et le lycée Jacques Brel à Vénissieux, qui est aussi un lycée public, les politiques éducatives, c'est le blanc et le noir. Au lycée du Parc, on prend que les bons élèves pour être sûr qu'ils vont réussir au bac. S'ils tâtonnent un peu en seconde et qu'ils n'ont pas 16 de moyenne, on les met dehors à la fin de seconde. Hein? On ne s'occupe absolument pas des familles, on ne s'occupe absolument pas de la démocratie lycéenne, il n'y a pas de conseil de la vie lycéenne, on ne s'occupe absolument pas de faire des pédagogies, d'organiser une solidarité avec un quelconque pays du Sud. Il n'y a rien qui invite les élèves à dépasser la réussite immédiate, alors qu'au lycée Jacques Brel à Vénissieux, certes, il y a de moins bons résultats au bac, forcément, on prend tout le monde. Bon. Mais il y a des délégués d'élèves qui sont élus, qui sont formés, il y a des parents d'élèves qui sont accueillis, il y a un journal à destination des parents, il y a un effort permanent pour accueillir ces parents et leur permettre d'exprimer leur avis sur ce qui s'y passe, il y a un travail sur la recherche documentaire, il y a des élèves qui partent tous les ans dans des pays du Sud pour travailler, creuser des puits, refaire des sanitaires et retrouver une dignité. Alors moi je me dis, d'accord, est-ce que c'est la même éducation nationale? Ils ont le même nombre d'heures, hein, mais est-ce qu'ils ont les mêmes finalités? Est-ce que c'est les mêmes citoyens qu'ils forment? Est-ce que c'est les mêmes personnes, au bout du compte, et même la même vision de la société qu'ils ont en perspective? Je n'en suis pas sûr. Et je préférerais, pour ma part, mais je n'incarne que moi ici, hein, je ne suis le porte-parole de personne, un système qui soit beaucoup plus jacobin sur les finalités, avec un cahier des charges extrêmement rigoureux, quel que soit le collège, il faut que les délégués d'élèves soient élus sérieusement, il faut qu'ils soient formés sérieusement, quel que soit le collège, il faut que les parents soient accueillis sérieusement, quel que soit le lycée, il faut qu'il y ait une politique documentaire, quel que soit le lycée, il faut qu'il y ait des échanges avec les pays du Sud. Ça, c'est des finalités. Sur les modalités, on peut être girondin, hein. On peut faire confiance aux équipes. On peut considérer qu'après tout, on peut même leur donner des horaires globalisés, ils les gèrent comme ils le souhaitent. Ce qui amènerait, c'est ma deuxième remarque, à redéfinir complètement la notion d'autonomie. Aujourd'hui, dans la campagne électorale, on vous parle d'autonomie des établissements, c'est très bien, mais jamais personne ne vous dit vraiment ce qu'on met derrière l'autonomie des établissements. Là, il y a des gens pour lesquels l'autonomie, c'est une autonomie de concurrence, une autonomie de mise en compétition, avec un arrière-fond, le système du chèque éducation, qui avait été proposé par Alain Madelin il y a déjà bien longtemps, et qui était un système d'organisation systématique de la concurrence. Et puis d'autres ont une vision de l'autonomie qui est responsabilisante des acteurs, mais qui est aussi très sensible à la nécessité d'une cohérence nationale en termes de projet, pas en termes de technique, en termes de projet. Dans les dangers qui menacent considérablement l'école aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui, moi, me frappe et m'inquiète, c'est l'externalisation. On voit, et c'est très fort, à quel point il y a un nombre énorme de structures, d'institutions, d'outils qui, à l'extérieur de l'école, se mettent à récupérer les élèves, comme si ce qui se fait à l'intérieur, ça n'avait quasiment plus d'importance. C'est ce que j'appelle le fonctionnement en centrifugeuse. C'est-à-dire que la classe devient un lieu où on évalue les élèves pour savoir s'ils ne seraient pas mieux ailleurs. Bon. Dans une thèse que j'ai fait soutenir cette semaine, mardi après-midi, sur 7 collèges de la banlieue lyonnaise, Montésar a identifié 27 dispositifs d'aide aux élèves extérieurs à la classe.
27 dispositifs d'aide aux élèves. De l'aide aux devoirs, au cordée de la réussite, en passant par l'association machin, truc, ouais, 27. Hein. Sur un échantillon représentatif de 1600 élèves. Il a observé que 52 recevaient une aide de leur famille, 50 reçoivent une aide de dispositifs extérieurs, que 30% reçoivent à la fois l'aide de leur famille et de dispositifs intérieurs, mais que 24% des élèves ne reçoivent ni d'aide de leur famille, ni d'aide de dispositifs extérieurs. Donc c'est pas parce qu'on ajoute des dispositifs extérieurs qu'on a la garantie qu'ils vont aider les élèves les plus en difficulté. On peut même avoir l'effet complètement inverse. Mon collègue Patrick Rayou a montré que un élève à qui on balance 3 trucs de soutien scolaire, 2 trucs médico-scolaires, un machin d'assistante sociale, une orthophoniste, etc., il finit par se dire, avec tous les adultes dont j'ai besoin, il faut vraiment que je sois nul pour en être là où je suis, et au point où je suis, je ne pourrais pas me remonter. L'externalisation est très grave. C'est la centrifugeuse, hein. La centrifugeuse, c'est la dépression au milieu. C'est un système qui tourne de plus en plus vite. La dépression, c'est un phénomène physique, c'est aussi un phénomène psychologique, la dépression. Hein. Chez les professeurs, il faut le prendre en compte. C'est un système dans lequel on dérive toujours vers le plus loin. On détecte et on dérive. Allez, hop, 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 hop. Et à terme, le service public, ça n'est plus qu'un ensemble de guichets. Des guichets juxtaposés pour traiter les difficultés juxtaposées des élèves. L'école en tant que lieu collectif où on traite ensemble avec une pédagogie différenciée, si possible, l'essentiel des problèmes des élèves, on la voit disparaître. Et puis alors, il y a d'autres dangers, vous en avez souligné un tout à l'heure, et puis je vais bientôt m'arrêter pour passer à la discussion, mais un danger sur lequel je voudrais insister, c'est la montée de ce que j'appellerais le naturalisme familialiste. Ça ne représente pas grand-chose, l'instruction en famille, ça représente 3294 enfants cette année. Les écoles privées hors contrat, ça représente très peu de choses. Mais il y a 50 demandes de création d'écoles privées hors contrat par semaine sur le bureau de la ministre. 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une idéologie très forte et qui est en train de monter. Qui dit, au fond, quelques parents s'organisent, alors avec un label idéologique, pédagogique, religieux, ce que vous voulez, ils créent une école, ils embauchent leurs enseignants, sur lesquels ils ont tout le pouvoir, et l'école de la République devient un ensemble de petites cellules, de petits ghettos, qui marchent bien, où se pratique l'entre-soi, là pour le coup, d'une manière très forte. Alors c'est pas encore institué tout cela, évidemment que c'est pas institué, mais en revanche, on le sent venir. Et il faut peu de choses pour le laisser monter très fortement. Par exemple, l'instruction en famille. Il y a une interdiction qui pourrait la faire flamber si on la supprimait. C'est l'interdiction aux familles qui élèvent eux-mêmes leurs enfants, qui les instruisent eux-mêmes, de se regrouper pour embaucher un précepteur. C'est interdit en France. Parce que ce serait considéré comme l'ouverture d'une école clandestine ou d'une école non officielle. C'est autorisé dans d'autres pays. Dans tous les pays où c'est autorisé, les États-Unis en particulier, mais pas seulement, ça a fait flamber l'instruction en famille. Flamber. Vous avez une campagne médiatique fantastique, vous avez des films. Un film comme Être et Devenir, par exemple, ou un film comme Alphabet, qui sont des films très bien faits, qui ont un circuit de diffusion très efficace et qui distillent toujours la même idéologie. Si vous prenez Alphabet, c'est un film facile à voir. Hein. Première partie du film, vous êtes en Corée du Sud ou à Shanghai. Là, vous voyez des enfants dans des grands amphis, plus grands que cette salle.
qui font des croix dans des cases parce qu'ils s'entraînent à passer les tests PISA.